3 jours avant Noël, alors que la ville à l'extérieur scintillait de lumière et de chants de Noël silencieux filtrés à travers l'air glacial, mon monde a basculé en un seul appel téléphonique. Je venais de franchir la porte de mon petit appartement à Asheville, enlevant mes sabots d'hôpital et en ôtant mon épais manteau d'hiver. Un sourire fatigué mais sincère se dessina sur mes lèvres. Dans un coin de la pièce se trouvait ma valise soigneusement emballée, un petit pull vert forêt soigneusement drapé dessus et plusieurs cadeaux emballés empilés comme des promesses près de la porte. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde, je me souvenais même des ingrédients du pudding au pain aux pommes et à la cannelle que ma famille adorait, mais je ne semblais jamais me rappeler qui l'avait préparé. J'avais essayé. J'avais tellement essayé de tout faire correctement, d'être suffisant. Lorsque mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom d'Ethan clignoter sur l'écran, je n'y ai pas pensé. Peut-être qu'il avait besoin que j'apporte des serviettes supplémentaires ou que je coordonne les promenades comme tous les 2 ans. J'ai décroché, la chaleur toujours dans ma voix. Et, Ethan. Mais sa voix était différente cette fois. Plus léger, presque répété. Et, Nat. Alors écoute. Céleste vient à Noël cette année. Elle est très sensible, tu sais, aux énergies et tout ça. Avec ton travail, l'hôpital, et tout, ça peut sembler un peu lourd. Je pense que pour elle, ce serait peut-être mieux si tu restais de côté. Ce n'est rien de personnel. Je restais là, regardant les lumières, clignant paresseusement des yeux sur mon petit sapin de Noël. Rien de personnel. Mes mains se sont serrées autour du téléphone, mais j'ai gardé une voix égale. D'accord, dis-je, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était douce, comme elle l'était toujours lorsqu'elle voulait que quelque chose de désagréable paraisse doux, comme enrouler des fils barbelés dans de la soie. Chérie, nous essayons juste de rendre les choses faciles pour tout le monde. Tu sais comment est Céleste. Si tu viens, cela pourrait semer la confusion. Honnêtement, si tu te montres, nous ne répondrons peut-être même pas à la porte. C'était tout. Il ne reste plus aucun prétexte. Aucune invitation refusée à regret. Non, c'était une expulsion entourée de plaisanteries. Je n'étais pas simplement désiré, je n'étais pas le bienvenu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas plaidé pour une place à la table à laquelle je n'avais jamais vraiment eu ma place. J'ai simplement raccroché, posé soigneusement le téléphone sur le comptoir et regardé la petite pile pleine d'espoir de cadeaux emballés près de la porte. Des cadeaux qui ne seraient jamais ouverts par les personnes que j'avais passé ma vie à essayer d'aimer suffisamment pour être vu. J'ai bougé lentement, délibérément, comme quelqu'un qui fait ses valises après un enterrement invisible. Je me suis connecté à mon application bancaire. Recharge hypothécaire annulée. Fonds d'entretien d'urgence bloqué. L'aide au prêt automobile a pris fin. Je n'étais pas en colère. J'avais tout simplement fini. Pendant des années, je m'étais convaincu que l'amour signifiait des sacrifices, qu'être quelqu'un de fiable suffisait pour mériter une place à la table familiale. Mais debout, dans le calme, avec le bourdonnement du radiateur et l'odeur de cannelle persistante du pudding au pain que j'avais cuit ce matin-là, j'ai réalisé la vérité. Je n'ai jamais vraiment été invité à appartenir. J'ai juste été toléré jusqu'à ce que ma présence devienne gênante. La première neige commença à tomber dehors, douce et implacable, recouvrant la rue de silence. Je l'ai regardé par la fenêtre, sentant un calme inattendu s'installer en moi. Plus besoin d'essayer. Plus besoin de me rétrécir pour m'intégrer dans les espaces exigus qu'ils offraient. Plus besoin de faire semblant. Ce Noël, je ne serais pas celui qui se tiendrait devant la porte, le cœur dans la main, implorant qu'on me laisse entrer. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'étais pas obligé de l'être. En grandissant, je pensais qu'il était normal que certains enfants brillent davantage sous le même toit, tandis que d'autres gardent simplement la lumière allumée. Je suis né le premier, l'essai, comme mon père plaisantait un jour lors d'un barbecue en tendant à Ethan la plus grosse part de gâteau, le Golden Boy, le bébé miracle créatif, charmant, celui pour lequel ils avaient prié pendant d'interminables nuits de déception silencieuse. Et moi? J'étais juste le premier. Je me souviens du jour où Ethan a apposé un marqueur permanent noir sur les murs du salon, ses boucles et tourbillons sauvages recouvrant la peinture beige comme des vignes rebelles. Mes parents l'ont qualifié d'expressif, leur rire étant chaleureux et indulgent. Quand j'ai laissé tomber un bol en mettant la table 2 jours plus tard, j'étais insouciant, trop distrait, trop sérieux. Je me souviens de leur visage à l'époque, de la façon dont ils me regardaient comme si j'étais une obligation enveloppée dans de la peau,
une attente à laquelle je ne pourrais jamais vraiment répondre. À l'école, j'ai obtenu des A consécutifs sans perdre un seul instant. Les bulletins scolaires ont été glissés dans les tiroirs sans un mot, tandis que le ruban de participation d'Ethan a fièrement accroché au réfrigérateur pendant des semaines. Une fois, j'ai écrit une lettre à mon conseiller d'orientation pour lui demander de l'aide pour postuler à une faculté de médecine. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, parfaitement placé, en attendant que quelqu'un le remarque, en attendant que quelqu'un me demande pourquoi j'en avais besoin. Personne ne l'a jamais fait. Lorsque j'ai été admis à l'école de médecine de l'Université de Caroline du Nord, au premier tour, sans liste d'attente, je suis rentré à la maison avec la lettre comme un trophée. Ma mère l'a parcourue, a souri légèrement et a dit : « C'est intense, chérie. Tu devras faire attention à ne pas t'épuiser. » Puis elle se retourna vers la cuisinière, remuant quelque chose qui n'aurait jamais vraiment le goût d'une approbation. Et Ethan, lorsqu'il a abandonné ses études pour la 3e fois, poursuivant son rêve de direction créative, ils lui ont organisé une fête de rentrée. Des ballons, des gâteaux, une photo encadrée de lui tenant un pinceau sont toujours accrochés dans le couloir comme un sanctuaire. La maison, qui n'avait jamais célébré mes grandes étapes, vibrait pratiquement de fierté pour le fils qui n'avait pas encore trouvé ses marques. Un jour, j'ai trouvé un de mes vieux carnets de croquis ou des gribouillis de longues journées de travail, des fragments d'histoire et des couchers de soleil jetés dans le bac de recyclage sous une pile de dépliants d'épicerie. Quand j'ai posé la question, ils ont ri et ont dit qu'ils pensaient que c'était du papier brouillon. Peut-être que c'était à eux. Peut-être que je l'étais aussi. Pourtant, j'ai continué mes études de médecine, ma résidence, mes longues nuits passées à côté de patients avec lesquels personne d'autre ne voulait s'asseoir. J'ai choisi la gériatrie parce que j'ai vu quelque chose dans ces couloirs abandonnés, un miroir, peut-être une parenté silencieuse avec des personnes qui avaient donné leur vie à d'autres et qui avaient été oubliées lorsqu'elles n'étaient plus commodes. À la maison, mon rôle est resté inchangé, silencieux, fiable, invisible. J'ai payé le toit qui fuyait alors que l'assurance ne le couvrait pas. J'ai mis de l'argent supplémentaire sur les comptes d'Ethan lorsque ses missions indépendantes se sont taries. J'ai pris en charge les frais de physiothérapie de ma mère. J'ai envoyé de l'argent lorsque le camion de papa avait besoin de nouveaux freins. Je l'ai fait parce que je les aimais. Ou peut-être parce que je croyais toujours que l'amour était quelque chose qu'on gagnait, quelque chose qu'on achetait avec suffisamment de sacrifices. Ils n'ont jamais demandé de remerciements publics. Ils n'en avaient pas besoin. La gratitude dans leur langue n'était pas exprimée à haute voix. C'était assumé, comme l'air, comme une obligation. Et ainsi, chaque fois que je leur remettais un autre morceau de moi-même, ils le prenaient les mains ouvertes et le cœur fermé, sans jamais penser à regarder en arrière. Je me suis dit que c'était ce que signifiait la famille, invisible mais nécessaire. L'échafaudage qui soutient les rêves de tous les autres. Ce n'est qu'après les appels téléphoniques de cette nuit-là, leur voix si décontractée, si polie dans leur cruauté, que j'ai réalisé que les échafaudages n'étaient pas censés saigner pour le bâtiment qu'ils soutiennent. L'âge adulte n'a pas changé le modèle, il l'a simplement rendu plus cher. J'ai emménagé dans mon premier appartement après ma résidence, un T2 avec de la peinture écaillée et un chauffage défectueux, tandis qu'Ethan vivait au centre-ville dans un loft que mes parents ont aidé à subventionner parce qu'il avait besoin d'inspiration. Lorsque leur toit s'est effondré après une tempête printanière, c'est moi qui ai discrètement viré l'argent à l'entrepreneur. Lorsque leurs factures médicales se sont accumulées après l'opération de papa, j'ai négocié des plans de paiement et envoyé des chèques dont ils n'ont même jamais accusé réception. Personne ne me l'a demandé. Personne n'était obligé de le faire. C'était plus facile ainsi, être utile sans être vu. Je me suis dit que mon but était de récupérer les morceaux qui autrement se briseraient, que ma valeur n'était pas d'être célébré, mais d'être essentiel. À chaque urgence, mon nom était écrit à l'encre invisible. La batterie de la voiture d'Ethan est morte à minuit. J'en ai payé un nouveau avant le dégel du matin. La physiothérapie de ma mère est en retard. J'ai appelé la clinique moi-même, réglé les factures et organisé le transport. Lorsqu'Ethan a impulsivement acheté un nouveau matériel photo et n'a pas pu se permettre son vol de retour pour Thanksgiving, j'ai à nouveau couvert le billet. Il m'a serré dans ses bras à l'aéroport, m'a traité de meilleure sœur de tous les temps, et la semaine suivante, la faveur était oubliée, intégrée dans le registre sans fin des attentes. Ils n'ont jamais eu à demander. Je suis resté en avance sur leurs besoins comme un fantôme dans la machinerie de leur vie, réparant, lissant, couvrant, tout en effaçant soigneusement mes propres empreintes digitales. La gratitude aurait rendu plus difficile de continuer à m'utiliser. Alors, il valait peut-être mieux qu'ils oublient.
J'étais à nouveau l'échafaudage, la poutre cachée de la maison qu'il n'avait jamais pensé à remercier parce qu'elle ne s'était jamais effondrée jusqu'à présent. Parfois, tard dans la nuit, après 2 journées de travail à l'hôpital, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de thé et je me demandais ce que ça ferait d'être vu. Non pas comme une utilité, pas comme un plan de repli, mais simplement comme Nathalie, quelqu'un dont la présence suffisait sans avoir à lui valoir un salaire à chaque vacances, à chaque dîner de famille, à chaque crise murmurée. Mais les années m'ont appris à ne pas trop m'attarder sur les vœux. Les souhaits étaient pour les enfants et les Golden Boys. Les souhaits n'ont pas payé les hypothèques ni réinitialisé les attentes gravées dans les os. Alors, j'ai continué à bouger, j'ai continué à apparaître, j'ai continué à absorber chaque affront et chaque omission comme une éponge qui n'était jamais censée fuir. Chaque année, à l'approche de Noël, je préparais le pudding au pain aux pommes et à la cannelle qu'ils aimaient tous, l'enveloppant soigneusement dans du papier d'aluminium et souriant quand ils disaient. Comme s'il était apparu par magie. Quand Ethan avait du mal à payer son loyer entre 2 concerts, j'ai viré un dépôt discret sur son compte et j'ai ignoré le fait qu'il n'appelait qu'après pour se vanter d'un nouveau projet. Lorsque mes parents avaient besoin d'aide pour déclarer leurs impôts, je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin au téléphone, leur expliquant des déductions qu'ils comprenaient à peine, tandis que mes propres déclarations restaient intactes sur le comptoir. Je pensais que l'amour signifiait être celui qui restait tard, qui répondait à chaque appel, qui résolvait chaque problème avant qu'il ne devienne un inconvénient. Je pensais que si j'en faisais assez, si je sacrifiais suffisamment, l'équation finirait par s'équilibrer. Finalement, quelqu'un me regardait et voyait plus qu'un filet de sécurité trop tendu. Mais cette nuit-là, debout dans ma petite cuisine avec un téléphone encore chaud à la main, j'ai réalisé la terrible vérité. Peu importe combien je donnais, ils ne me verraient jamais parce qu'ils n'avaient jamais appris comment le faire et je ne les avais jamais réalisés. Cette nuit-là, après la fin des appels téléphoniques et la dissolution des fausses plaisanteries dans le silence, je me suis assis seul dans mon appartement faiblement éclairé. L'odeur de cannelle s'accrochait toujours à l'air comme un souvenir qui refusait de partir. Dehors, la neige s'épaississait, douce et indifférente, enveloppant la ville d'un calme presque respectueux. Je les regardais tomber à travers la fenêtre dépolie, les lumières des réverbères se brouillant en halo. J'ai repris mon téléphone, mais pas pour les appeler, ni pour les supplier, ni pour les raisonner, ni pour me battre. J'ai ouvert mon application bancaire, l'écran bleu et blanc familier s'animant avec un bip silencieux. Recharge hypothécaire annulée. Les $800 par mois qui avaient discrètement empêché leur maison de tomber en défaut ont disparu. Fonds d'entretien d'urgence bloqué. Fini les sauvetages les jours de pluie. L'aide au prêt automobile a pris fin. La nouvelle batterie d'Ethan serait son propre problème l'hiver prochain. Au début, cela semblait mécanique, cliquer sur des boutons, désactiver les paiements automatiques qui étaient depuis longtemps intégrés à ma routine, comme me brosser les dents ou payer mon propre loyer. Mais à chaque annulation, à chaque retrait délibéré, une étrange légèreté se déployait en moi, comme un oiseau déployant ses ailes pour la première fois dans une cage laissée accidentellement ouverte. J'ai sorti un cahier et j'ai fait une liste. Les dettes silencieuses que j'avais absorbées sans protester au fil des années. Les billets d'avion, les factures médicales, les virements électroniques de fin de soirée, les urgences chuchotées résolues sans cérémonie. J'ai regardé la liste jusqu'à ce que l'encre se brouille, non pas à cause des larmes, mais à cause d'un chagrin si ancien et si profond qu'il s'était durci en quelque chose de presque propre. Je n'étais pas en colère, pas comme il m'accuserait plus tard de l'être. J'étais simplement réveillé pour la première fois. Il ne le remarquerait pas tout de suite. C'est le problème d'être un échafaudage invisible. C'est seulement quand tu es parti que l'on se rend compte que tu soutenais tout ce foutu plafond. Le paiement hypothécaire manqué ne piquerait pas jusqu'à l'arrivée de la vie finale. Le fonds oublié pour les mauvais jours n'aurait aucune importance jusqu'à ce que les canalisations éclatent à nouveau en janvier. Les concerts d'Ethan continueraient de flotter et de tomber comme ils le faisaient toujours. Mais cette fois, il n'y aurait pas d'atterrissage en douceur cousu par mes mains. Je ne l'ai pas annoncé. Pas de grandes déclarations, pas de SMS enflammés, pas de publications sur les réseaux sociaux dégoulinantes d'une vague tristesse. Je ne l'ai même pas dit à tante Lilian, le seul membre de la famille à m'envoyer encore des cartes d'anniversaire avec des notes manuscrites. Je me suis simplement retiré tranquillement, complètement. J'ai supprimé le message de vacances à moitié écrit que j'avais rédigé plus tôt dans la journée, celui qui souhaitait à tous un Noël chaleureux et joyeux. J'ai débranché l'arbre. J'ai remis les cadeaux emballés dans le placard, leur papier joyeux soudain criard et étrange par rapport à la austérité de ma nouvelle résolution. Je n'ai pas pleuré. Je n'en ai même pas ressenti le besoin.
Il n'y avait aucune place pour le chagrin dans l'espace qui s'était ouvert en moi. Seulement de la clarté. L'amour, j'ai réalisé, ne devrait pas ressembler à une performance constante pour un public qui ne prend jamais la peine d'applaudir. La famille ne devrait pas être un registre où le coût de l'appartenance se mesure sacrifice après sacrifice jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. J'avais passé des années à croire que si je donnais juste assez, si je restais assez petit, si je souriais suffisamment, je pourrais gagner une place qui aurait dû être la mienne sans aucun doute. Mais l'amour qui exige votre silence n'est pas du tout de l'amour. Et une famille qui n'accueille que votre utilité n'est pas une famille. C'est une transaction. Celui auquel je n'étais plus prêt à cotiser. La neige à l'extérieur s'épaississait, recouvrant le monde d'un silence frais et indifférent. Quelque part en ville, ma famille a ri et a planifié un Noël auquel je n'étais pas invité. Un Noël qu'ils croyaient plus léger sans moi. Je leur ai laissé la voir. Je les ai laissés construire leur célébration sur l'illusion qu'ils avaient si soigneusement construite. Celui où j'étais le problème, le lourd, le rappel gênant que tout ce qui est joli n'est pas pur. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi de ne pas me présenter. Et ce faisant, j'ai récupéré quelque chose que je n'avais même pas réalisé que j'avais perdu, moi-même. Le matin de Noël arriva doux et gris. Le monde extérieur était enveloppé d'un lourd silence qui semblait s'infiltrer dans mes os. Je m'assis près de la fenêtre avec une tasse de thé dans les mains. Le léger parfum de pommes et de cannelle s'élevant de la vapeur, doux amer et étrangement creux. Les cadeaux que j'avais si soigneusement emballés restaient intacts dans un coin. Du papier brillant et des arcs prudents se moquant de moi avec leur espoir mal placé. Je n'ai pas allumé l'arbre. Je n'ai pas activé la playlist de vacances qui jouait généralement en arrière-plan. Je n'ai appelé personne. Je me suis simplement assis là, enveloppé dans une couverture qui sentait encore légèrement le romarin et l'assouplissant, regardant un monde qui pour une fois reflétait exactement ce que je ressentais à l'intérieur, calme, froid et douloureusement immobile. Et pourtant, aucun chagrin ne me griffait. Aucun sanglot n'attend sous la surface. Il n'y avait qu'un calme étrange, presque sacré, de celui qui suit une tempête si complète qu'elle laisse l'air purifié. Je n'avais pas réalisé combien de bruit je transportais jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La journée s'écoulait au ralenti. Midi allait et venait sans la rafale habituelle d'appels et le bruit de fond chaotique du salon de mes parents. Pas de photos de groupe, pas d'Ethan postant des selfies festifs avec Céleste, la nouvelle coqueluche du récit familial. Pas de SMS de dernière minute me demandant de l'argent Venmo car le jambon était plus cher qu'il ne le pensait. Juste du silence. Ce n'est que lorsque le soleil s'est couché derrière les collines, colorant le ciel d'un violet profond, que mon téléphone a sonné une fois, puis deux, puis trois fois de suite. Je l'ai ignoré au début, pensant qu'il s'agissait d'un fil de discussion de groupe que j'avais oublié de désactiver. Mais ensuite un message est apparu. « Tante Lilian, peux-tu répondre ? Vous avez déjà fait suffisamment de dégâts. » Mon estomac se tordit, les mots brûlant dans ma rétine comme une accusation gravée dans le feu. « Dommage ? Quels dégâts ? Je n'y étais même pas allé. Avant que je puisse le traiter complètement, mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de tante Lilian apparut sur l'écran. J'ai répondu, ma voix rauque à cause de la désuétude. « Ce qui s'est passé ? » J'ai demandé. Sa voix était douce et prudente, comme celle de quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé. « Ils disent que vous avez gâché Noël, dit-elle. Mais tu n'étais même pas là. » J'ai cligné des yeux, abasourdie et silencieuse. Comment aurais-je pu gâcher quelque chose auquel je n'avais même pas été invité ? Comment l'absence a-t-elle pu être plus perturbatrice que la présence ? Tante Lilian hésita, puis continua à reconstituer l'histoire en phrases lentes et brisées. Apparemment, quelque temps après le dîner, Céleste s'était promenée dans la maison, un verre de vin à la main, admirant de vieilles photos de famille alignées sur la cheminée. Elle s'était arrêtée à 1 heure, une photo décolorée de moi lors d'une fête d'anniversaire il y a longtemps, souriant maladroitement dans un pull trop grand. Et elle m'avait reconnu. C'est le docteur Nathalie Hartmann. Elle avait dit à haute voix, sa voix reprenant le bourdonnement sourd des discussions d'après-dîner, elle a sauvé la vie de ma grand-mère. Selon tante Lilian, la pièce est devenue silencieuse en un instant, les fourchettes gelées à mi-chemin des bouches, les rires s'éteignant à mi-souffle. Ce qui s'est passé ensuite n'était qu'un flou, des demi-vérités marmonnées, des regards maladroits, une attention suffisamment intense pour s'étouffer. Céleste m'a demandé si j'étais la sœur dont il parlait toujours, et ce qu'elle a entendu en réponse l'a fait rassembler tranquillement ses affaires, remercier mes parents avec raideur et partir sans ajouter un mot.
Au moment où tante Lilian m'a appelé, les retombées avaient déjà commencé. Céleste avait publié quelque chose en ligne, quelque chose d'honnête, quelque chose de brut, et avait commencé à se répercuter sur le délicat réseau de connexion que ma famille avait passé des années à tisser autour de la carrière artistique naissante d'Ethan. Je ne connaissais pas encore tous les détails. Je n'en avais pas besoin. Je pourrais l'imaginer parfaitement. Les blagues chuchotées sur moi étant trop intenses, la cruauté désinvolte déguisée en inquiétude. La façon dont ils ont réduit toute mon existence à un récit édifiant sur l'ambition et la solitude. Ce n'était pas nouveau, mais pour une fois, quelqu'un d'autre y avait prêté attention. Quelqu'un qui n'avait pas été élevé dans l'idée que ce genre de cruauté était exactement la façon dont les familles aimaient. Quelqu'un qui m'avait vraiment vu, non pas à travers le prisme déformé du ressentiment et de la culpabilité, mais à travers le souvenir clair d'un moment où la gentillesse comptait plus que l'image. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans le calme de plus en plus profond, j'ai réalisé quelque chose, peut-être la chose la plus puissante que j'ai jamais apprise. Parfois, la vengeance la plus profonde ne consiste pas à claquer les portes ou à crier des vérités que personne ne veut entendre. Parfois, il s'agit simplement de s'éloigner et de laisser la vérité résonner dans le silence que l'on laisse derrière soi. Le lendemain de Noël, le désespoir a commencé à passer à travers les mailles du filet. Cela commençait par une ligne d'objets de mail, réinitialisons les choses comme si des années d'effacement et de licenciement pouvaient être effacées avec un titre intelligent. Il a été signé non seulement par ma mère ou mon père individuellement, mais par eux deux, ainsi qu'Ethan, comme si présenter un front uni pouvait d'une manière ou d'une autre effacer la fracture qu'ils avaient passé des décennies à creuser. Je l'ai ouvert avec un détachement clinique que je réservais aux pires notes de patients, celles dont on savait qu'elles étaient un désastre avant même de les lire. Ils ne se sont pas excusés. Pas vraiment. Il y avait des mots sur les émotions exacerbées, sur les malentendus, sur la valeur qu'ils accordaient à la famille, dans ce langage soigné et poli qui dit tout et ne veut rien dire. Enfoui au milieu du 4e paragraphe se trouvait la véritable raison de la soudaine branche d'olivier. Il voulait que je contacte Céleste pour clarifier les choses, aplanir les choses, protéger la réputation d'Ethan dans les cercles artistiques avec lesquels elle était connectée à New York. Il ne s'agissait pas de moi. Il n'a jamais été question de moi. Il s'agissait des retombées, du gâchis que je n'avais même pas fait, des miroirs craquant sous le poids de leurs propres reflets. Ils n'avaient pas soudain réalisé qu'ils m'avaient maltraité. Ils avaient simplement réalisé que le coût de ces mauvais traitements était supérieur à ce qu'ils étaient prêts à payer. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, mon téléphone a encore sonné. Cette fois, un appel de l'administrateur de l'hôpital, quelqu'un que je n'avais rencontré qu'une seule fois lors d'un gala de charité, un homme aux yeux bienveillants et à la poignée de main ferme. Il s'est excusé maladroitement, a dit que mon père l'avait contacté, a exprimé ses inquiétudes concernant ma stabilité émotionnelle, a laissé entendre que j'avais peut-être des difficultés et que j'avais peut-être besoin de temps libre. J'ai senti mon visage rougir d'une rage froide, de celle qui n'explose pas mais se cristallise, aiguë et coupante. Mon père, l'homme qui plaisantait autrefois en disant que j'étais trop sérieux pour mon propre bien, utilisait maintenant ce sérieux comme une arme contre moi. Non pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il pensait que cela me ferait peur et me pousserait à obéir. Heureusement, l'administrateur a vu clair, mais les dégâts étaient évidents. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de me discréditer, de me contrôler de la seule façon qu'ils connaissaient, en me rendant à nouveau petit. Lorsque cela a échoué, la vague suivante est arrivée sous la forme de SMS de groupe adressés à la famille élargie. Des demi-vérités soigneusement organisées me décrivant comme instable, isolé, aux prises avec certaines choses en ce moment. Aucune mention du fait d'avoir été non invité à Noël. Aucune mention des années de sacrifices silencieux. Juste une campagne tranquille de chuchotement destinée à éroder la confiance avant même que je puisse ouvrir la bouche. Un cousin dont je n'avais pas entendu parler depuis 5 ans m'a envoyé un message proposant un bon pour une retraite de yoga. Juste au cas où vous vous sentiriez dépassé, a-t-elle écrit, avec un emoji souriant à la fin. Débordé n'était pas le mot. Réveillé était. Chaque tentative de manipulation, chaque petite trahison habillée du langage de l'inquiétude ne faisait que clarifier ce que j'avais déjà commencé à comprendre. Ils ne se battaient pas pour moi. Ils se battaient pour l'image d'eux-mêmes qu'ils s'étaient construite dans leur esprit. La famille où Ethan était brillant et aimé, où j'étais la belle et tranquille sœur qui ne faisait jamais de vagues, où les apparences étaient préservées à tout prix. Mais j'avais fini de les conserver. J'ai regardé la neige continuer à tomber devant ma fenêtre, chaque flocon effaçant une autre trace de la route derrière moi. Et pour la première fois,
je n'ai ressenti aucune envie d'expliquer, aucun besoin désespéré de défendre ma version de l'histoire. Je connaissais la vérité, et peut-être que c'était finalement suffisant. Cela ne s'est pas terminé avec des chuchotements et des courriels. Cela ne se produit jamais avec les gens qui croient que votre silence leur est dû. Le mouvement suivant s'est produit doucement, insidieusement, enveloppé dans la douceur familière de la voix de ma mère à ma porte. C'était un dimanche après-midi tranquille, le genre de journée d'hiver où le froid semble se presser contre les fenêtres comme un être vivant. J'étais en train de classer des notes sur mes patients à mon bureau, une tasse de thé tiède oubliée à côté de moi quand je l'entendis, un coup doux, presque hésitant. Je n'ai pas bougé au début. J'ai juste écouté le son de mon propre rythme cardiaque, régulier et calme. Puis je me levai, me dirigeai lentement vers la porte et jetai un coup d'œil par le Judas. Ils étaient là, ma mère, mon père et Ethan, debout maladroitement sur le perron, emmitouflés dans leurs manteaux et 4 sourires. Un portrait de famille peint en désespoir de cause. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je n'ai pas ressenti de peur, seulement une sorte de tristesse détachée, celle que l'on ressent lorsqu'on réalise enfin que le navire de sauvetage que l'on attendait n'est qu'un autre mirage. J'ouvris légèrement la porte, suffisamment pour laisser le froid s'infiltrer, mais pas assez pour les inviter à l'intérieur. Ma mère parla la première, sa voix soigneusement calibrée pour paraître douce. « Nous voulons juste parler », dit-elle en serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas hoché la tête. Je ne me suis pas adouci parce que j'ai finalement compris qu'ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour la version de moi qui pensait encore que l'amour pouvait être troqué contre la fille qui avait l'habitude de se plier de plus en plus petite pour s'insérer dans les espaces étroits qu'il permettait. Cette fille ne vivait plus ici. Le silence s'étendait entre nous, épais et cassant. J'ai vu une lueur de frustration dans les yeux de mon père. La façon dont Ethan déplaçait son poids d'un pied à l'autre comme s'il voulait être ailleurs. Ils étaient mal à l'aise. Bien. Après un long moment, j'ai dit le seul mot que j'avais besoin de dire. Non. Aucune explication, aucun marchandage, aucune réouverture de blessures qu'il n'avait jamais essayé de guérir. Le visage de ma mère se plissa, à moitié confus, à moitié offensé, comme si elle n'arrivait pas à croire que l'échafaudage fiable sur lequel elle s'était appuyée pendant si longtemps s'était tout simplement éloigné. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, sans faire de scène, juste en la fermant et en la verrouillant. De l'autre côté, j'entendais leurs voix étouffées s'élever, d'abord suppliantes, puis frustrées, mais je n'écoutais pas. Je retournai à mon bureau, m'assis et enroulai mes mains autour de mon thé maintenant froid, laissant le silence s'installer sur moi comme une bombe. De l'autre côté de la pièce, la lettre encadrée de Céleste se trouvait à côté de mon ordinateur. L'encre maculait encore légèrement dans les coins où elle avait appuyé trop fort en écrivant. Je l'ai regardée et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas senti le poids des attentes peser sur ma poitrine. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner ma place dans une famille qui ne me mesurait qu'à la façon dont je ne parvenais pas à refléter l'image qu'ils chérissaient d'eux-mêmes. J'ai pensé à chaque fois que j'avais avalé ma propre douleur pour les mettre à l'aise. Chaque fois, j'avais construit un pont à partir de ma propre fragilité, juste pour qu'ils n'aient pas à sentir l'eau froide en contrebas. Et j'ai pensé à la vérité, celle que j'avais finalement arrêté de fuir. Je n'ai pas été créé pour être pratique. Je ne suis pas né pour être le miroir de leur fierté ou l'éponge de leur déception. J'étais tout autre chose. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffisait finalement. Ils ne sont pas partis tout de suite. J'entendais le léger frottement des chaussures contre le paillasson, le murmure sourd d'une conversation précipitée, le côté désespéré qui s'insinuait dans leur voix. Ma mère frappa encore, plus doucement cette fois, presque pour s'excuser. « Nathalie, s'il te plaît, nous voulons juste parler. » Mais je restais là où j'étais, assis à mon bureau, la lettre encadrée de Céleste, une encre tranquille dans la tempête grandissante. J'ai bu une gorgée de mon thé froid, savourant son goût amer. J'ai laissé les coups continuer jusqu'à ce qu'ils se transforment en silence. Pour la première fois, j'ai compris que pardonner ne signifiait pas toujours ouvrir la porte. Parfois, cela signifiait choisir de ne pas le faire. Parfois, cela signifiait rester immobile pendant que les personnes qui vous avaient blessé s'épuisaient contre le mur que vous aviez finalement construit. Un mur non pas de colère, mais de respect de soi. Les minutes passèrent, peut-être plus. Finalement, j'ai entendu des bruits de pas reculés, le doux bruit sourd des portières de la voiture qui se fermait, le grognement sourd du moteur qui démarrait. Ils étaient partis, non pas vaincus, mais niais.
Je me levai lentement et me dirigeai vers la fenêtre, tirant le rideau juste assez pour voir l'arrière de leur voiture disparaître dans la rue enneigée. Aucune partie de moi n'avait envie de courir après eux. Aucune partie de moi n'avait envie de les rappeler. Au lieu de cela, j'ai senti une paix profonde et résonnante s'installer dans mes os. Le genre de paix qui ne vient que lorsque vous arrêtez enfin de mendier une place à une table qui n'a jamais été construite pour vous. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai traversé mon petit appartement calme avec une stabilité que je ne pensais pas posséder. Le sapin de Noël était toujours assis dans un coin, éteint, mais il n'était plus triste. Les cadeaux non ouverts s'empilaient soigneusement, non pas comme des symboles de rejet, mais comme la preuve que j'avais essayé, que j'avais aimé de la meilleure façon possible. Que je n'avais pas échoué. Ils n'avaient tout simplement pas reconnu ce qu'on leur avait donné. Je me préparais une autre tasse de thé, plus forte cette fois, dont la vapeur montait en spirale paresseuse. J'ai enroulé la couverture plus étroitement autour de mes épaules et je me suis assis à mon bureau. La lettre de Céleste brillait dans la lumière, son écriture ferme et sûre. « Vous avez fait une différence », avait-elle écrit. « Tu n'as pas abandonné. Tu lui as donné le sentiment qu'elle comptait. » J'ai passé légèrement mes doigts sur le cadre, sentant les légères crêtes du bois, la fraîcheur du verre, des rappels tangibles que même lorsque les personnes les plus proches de vous refusent de voir votre valeur, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'attentionné. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me plier à des formes de plus en plus petites, à essayer de m'insérer dans un moule qui n'avait jamais été fait pour moi. J'ai pensé à l'épuisement, à la quête incessante d'affection, à la façon dont j'avais confondu la tolérance et l'amour. Et j'ai pensé au moment où j'avais fermé cette porte, non pas avec rage, non pas avec amertume, mais avec détermination. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la clarté. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de moi, qu'ils avaient besoin de ma version calme et docile pour combler les fissures qu'ils refusaient de reconnaître. Mais cette fille était partie. À sa place se trouvait une femme qui comprenait que peu importe à quel point vous aimez quelqu'un, ce n'est pas votre rôle de le guérir. Ce n'est pas votre devoir de vous sacrifier sur l'autel de leur confort. Ce n'est pas votre destin de rester brisé pour qu'ils se sentent complets. J'étais assis là alors que la neige continuait de tomber dehors, recouvrant le monde d'un blanc immaculé et ininterrompu, et j'ai réalisé, peut-être pour la première fois, que j'étais libre. Les jours passèrent, lents et étrangement doux, comme les premières respirations profondes après qu'une tension de longue date se soit enfin dissipée. Je suis retourné au travail. J'ai fait des tournées à l'hôpital. Je me suis assis avec des patients dont les familles venaient encore et avec ceux dont les familles avaient depuis longtemps cessé de me rendre visite. J'ai écouté. Je suis resté. J'ai fait le travail qui comptait, le travail pour lequel personne n'a jamais organisé de fête. Un après-midi, un petit colis est arrivé à ma porte. Aucune adresse de retour. Juste mon nom écrit avec une écriture soigneusement inclinée. Je l'ouvris avec précaution, retirant le papier brun pour révéler une lettre nichée dans un épais papier à lettres de couleur ivoire. L'encre était légèrement tachée dans les coins, une touche humaine dans un monde qui semblait souvent trop poli. C'était de Céleste. Elle a écrit sur sa grand-mère, sur le fait qu'elle pratiquait encore le yoga 2 fois par semaine et qu'elle se rendait toujours au marché fermier tous les samedis matins. Elle a écrit qu'il y a des années, lorsque le monde avait tranquillement commencé à abandonner une vieille femme aux reins défaillants et à l'esprit affaibli, il y avait eu un médecin qui ne l'avait pas fait. Un médecin qui restait assis à son chevet longtemps après la fin des visites, qui la traitait non pas comme un fardeau mais comme une personne encore capable de joie, méritant toujours sa dignité. Vous ne lui avez pas seulement sauvé la vie, a écrit Céleste. Tu lui as rappelé qu'elle vivait encore. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois, traçant les mots du bout des doigts comme si j'essayais de les graver dans ma peau. Je l'ai encadrée cette nuit-là, en l'accrochant au-dessus de mon bureau, là où la lumière du matin le capterait, un petit témoignage silencieux de la vérité que j'avais presque oubliée. Je n'étais pas invisible. Je n'étais pas lourd. Je n'étais pas trop. J'étais exactement qui j'étais censé être. Et les gens qui ne pouvaient pas voir cela n'ont jamais été la mesure de ma valeur. Pour la première fois depuis bien longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer, de justifier mes limites, de m'excuser pour la forme de mon existence. Je ne devais à personne un billet d'entrée dans ma vie, pas même à ceux qui avaient eu autrefois la première et la meilleure place. Quelques semaines plus tard, un autre email est arrivé. Celui-ci est moins poli, plus désespéré, plus révélateur. C'était une dernière tentative de la part de la famille qui avait passé des années à me demander de me rétrécir, de me lisser,
de me faire taire pour leur confort. Cela a commencé par les phrases habituelles « tu nous manques ». Nous n'avons jamais voulu vous faire de mal. Pouvons-nous recommencer? Et enfoui vers la fin, comme une écharpe qu'il ne pouvait pas cacher, se trouvait le véritable plaidoyer « s'il vous plaît, demandez à Céleste de supprimer son poste. Ethan a du mal à trouver du travail maintenant. Cela affecte son avenir. Pas d'excuses, pas de compte, juste une autre transaction, une autre dette qu'il pensait que je devrais payer. Je n'ai pas répondu. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. Certaines portes, une fois fermées, sont mieux laissées ainsi. Pas par colère, mais par respect pour la personne pour laquelle vous vous êtes battu si durement. Alors que j'étais assis à mon bureau ce soir-là, en train de classer des notes pour mes patients, le soleil baissait derrière ma fenêtre, projetant de longues stries dorées sur la lettre de Céleste. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti entier. Non pas parce que quelqu'un d'autre m'a finalement dit que je comptais, mais parce que j'avais arrêté de demander la permission d'y croire moi-même. Alors à tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles à cause des personnes censées vous voir en premier, à tous ceux qui ont été appelés trop souvent, trop sérieusement, trop gênés, laissez-moi vous dire quelque chose qu'ils ne diront jamais. Vous n'êtes pas de trop. Vous n'êtes pas un fardeau. Et vous n'avez jamais eu besoin de vous rétrécir pour vous intégrer dans l'histoire brisée de quelqu'un d'autre. Écrivez le vôtre. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà assis tranquillement après avoir été laissé de côté et avez réalisé que vous étiez plus libre que jamais, alors sachez ceci, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne pas vous présenter du tout.